La chaleur et l'éclat des astres diminuèrent rapidement, laissant place à un air lourd et chargé d'humidité. La main du garçon courait le long de la roche granuleuse, le temps que ses yeux s'habituent à nouveau à la pénombre intérieure. Le couloir qu'il suivait était grossièrement taillé, et les torches fixées au mur éclairaient d'une lumière blafarde son sol irrégulier. Par moments, un filon d'argile ocre venait contraster avec les teintes grisâtres du granit. Ce long couloir était le seul à relier le poste de garde au village, en s'enfonçant petit à petit vers les profondeurs de la montagne. Tald arriva enfin en haut de l'escalier en colimaçon, qui le conduirait directement à la caserne. Il pressa le pas et manqua de tomber à plusieurs reprises en dévalant les hautes marches qui le composaient. Il avait veillé toute la nuit et avait hâte d'enfin rentrer se reposer. Il pourrait ainsi espérer profiter de la fin de journée. Situé au nord d'Eidaran, le grand continent, Asharen faisait partie de ces nombreux villages enfouis et savamment dissimulés au pied des dents de givre. Ce colossal massif montagneux marquait depuis toujours la limite entre les terres blanches au nord et les étendues fertiles des steppes de Ran au sud. Le petit village y prospérait paisiblement, méconnu de beaucoup si ce n'était d'une poignée de marchands et de petits hameaux perdus, un peu plus haut en altitude. Sans en connaître l'existence, il était presque impossible de deviner que plusieurs centaines de personnes s'affairaient à faire vivre leur petite communauté dans l'entraille de la terre. Cachée dans un renfoncement sombre d'une large galerie naturelle s'ouvrant sur les canyons, la grande porte constituait le seul et unique accès, du moins officiel, du village d'Asharen. L'extérieur de l'imposant ouvrage était recouvert de pierres et de mousse, afin de mimer l'aspect naturel du tunnel. Mais à l'intérieur, 2 énormes battants d'acier de près de 3 pas de haut garantissaient la sécurité des habitants du dôme. C'est ainsi que l'on avait surnommé l'immense grotte qui abritait le village tout entier. L'histoire de la fondation d'Asharen était pour le moins floue, mais elle remontait au temps de l'errance, où l'histoire importait moins que la survie. Les premiers habitants étaient probablement des réfugiés de Yagath, l'un des 5 anciens royaumes précédant l'errance, qui avait élu domicile sous la montagne, sans doute une vingtaine d'hexades auparavant. Ils avaient dû entreprendre d'aménager l'endroit, dans l'espoir, un peu fou, d'échapper un temps aux ombres de Dralia. Et depuis tous ces cycles, Asharen avait su tenir ses promesses. Arrivé en bas, Tald s'arrêta d'un instant devant la vieille porte en bois. Tendant l'oreille, il parvenait à percevoir le ronronnement perpétuel du village malgré l'épaisseur des planches vermoulues. Le jeune homme ouvrit la porte qui donnait sur la salle commune des gardes, et pénétra avec un léger grincement dans la pièce vide, d'où s'échappait une forte odeur de graillon et de sueur. Les gardes devaient déjà être en train de patrouiller. Il se dirigea vers le vestiaire, où il laissa dans un casier de bois sa calotte de cuir et son épaulière. Sans plus traîner, le garçon sortit de la caserne, et s'engagea sur la ceinture pavée qui bordait le vide du dôme. La caserne se dressait fièrement au 3e niveau d'Asharen, le plus haut du village, et offrait à l'extrémité de son parvis une vue imprenable sur l'ensemble de la cité. En jetant un regard par-dessus le muret de pierre, Tald pouvait contempler la myriade d'ouvertures en tout genre qui perçaient la paroi rocheuse pour y accueillir les habitations Ashari. Un peu partout, torchères et lampes à huile distillaient sur les coursives, les ponts et les parois une lueur vacillante, semblable à un étrange cortège étoilé. Mais cette multitude de pâles lucioles n'était rien comparée aux 2 sphères jumelles, inondant le village tout entier de leurs lampes ignessantes. La plus haute brillait d'un feu brûlant et écarlate, telle Zéphel la fougueuse, alors que le second brasier suspendu dardait sur Asharen une lumière albâtre, d'une douceur digne d'Aloé. À leur aplomb, les 5 cheminées naturelles qui s'abouchaient à la voûte du dôme faisaient pâle figure devant cet éclat prodigieux. Ces nouveaux astres, comme on les appelait parfois, étaient l'œuvre de Magloev, la sourcière de Selundé. Pour être plus précis, elle était la seule en mesure de manipuler le flux sourcier, qui alimentait les 2 idoles de Zéphel et d'Aloé, suspendues dans l'immensité de la grotte par de lourdes chaînes de métal fixées aux 2 flèches du portique du temple de Selundé, la source de la terre et de la connaissance. Ce bâtiment hors norme était le plus grand et le plus raffiné de tout le village. À l'exact opposé de la caserne, il se dressait au bord d'un solide piton rocheux qui faisait saillie dans l'espace vide du dôme, dominant ainsi Asharen de toute sa splendeur. Pourtant, Tald se détourna vite du spectacle qu'offraient les hauteurs de son village pour se presser en direction de la Serpentine, long chemin circulaire creusé à même le granit. Celui-ci descendait en pente douce et permettait de relier les 3 étages au réter par une large spirale enjambant de ses arches les anneaux des différents niveaux. À cette heure-ci, la voie était passante, et le jeune homme dut jouer des coudes entre villageois et charrettes pour atteindre le second niveau où il quitta la Serpentine. Longeant la paroi en suivant un anneau, non donné au chemin circulaire d'un même niveau, il parvint enfin à la petite esplanade s'étirant devant l'entrée de l'auberge de ses parents. À Asharen, la plupart des habitations étaient taillées à même la roche, mais quelques bâtiments se démarquaient des autres. C'était le cas de leur modeste établissement, vers les tréfonds.
Son arrière-grand-mère avait entrepris d'ouvrir un lieu de convivialité, en attendant le retour de son lié parti traquer les ravageurs. Le pauvre homme n'était d'ailleurs jamais revenu, mais l'auberge, elle, avait prospéré et s'était transmise de génération en génération au sein de la famille. Tald s'apprêtait à pousser la porte quand un léger cliquetis le fit se retourner. Au bord du parapet, faisant face au bâtiment de bois, le ventail d'un portillon battait dans le vide. À côté de celui-ci, une lourde chaîne d'acier pendait à un gros anneau fixé à un arc-boutant de pierre. C'était là, avec leur cheminée privée et leur cour intérieure, l'un des quelques privilèges de leur établissement. Une voie privée du monte-charge. Le garçon s'approcha et referma le portillon, en veillant à bloquer le loquet. En contrebas, au rétère, le niveau 0, se trouvait la plateforme centrale, centre névralgique du village, par où tout, ou presque, transitait. Ce petit îlot, esselé sur son pilier rocheux et relié à l'anneau du Ré par 4 ponts de pierre, accueillait un système complexe de chariots suspendus, accrochés à de lourdes chaînes dont les filins tressaient un réseau de métal à travers le dôme. Ce géant d'acier permettait de transporter facilement les matières premières indispensables au village d'un endroit à l'autre. Voilà ce qu'était le monte-charge, mécanisme essentiel à la vie d'Asharen, hérité des savoirs perdus de l'ancien royaume de Korthag. Certaines des voies qui en émanaient partaient en contrebas, vers les nombreux tunnels des salles inférieures. Là-bas se trouvaient les champignonnières, les mines, les carrières et les salles d'élevage de Keloptes, sortes de taupes géantes fournissant lait, viande, fourrure en bonne quantité. Encore plus bas, dans un remous incessant, courait la Nineth, la rivière souterraine qui serpentait au pied du massif rocheux de la plateforme. Les autres voies mécaniques, les plus nombreuses, s'élevaient vers les étages supérieurs. Vu d'en haut, on croirait à une roue gigantesque dont les rayons viendraient s'incruster au hasard de la paroi du dôme. Quand Tald poussa l'huile sculptée de son logis, le vacarme incessant du dôme se tut enfin. Une douce odeur de bouillon et d'épices emplissait la grande salle. À cette heure-ci, l'auberge était vide et silencieuse. Les Tald étaient propres, et aucune assiette ou chope brisée ne gisait au sol. Les dernières braises s'étaient éteintes depuis longtemps dans l'âtre de la cheminée. C'était l'une des seules du village, car les conduits d'aération naturelle pouvaient presque se compter sur les doigts de la main. Le foyer était fait de pierres noires finement sculptées, représentant des hommes aux forges. Enfin, Tald avait passé de longues soirées au coin du feu, à regarder les flammes en écoutant les histoires que lui racontait son père. Il aimait tout particulièrement celles qui racontaient la vie d'au-dehors, les récits d'aventures et de monstres, où les hommes bravaient 1000 dangers pour libérer Aidaran des ravageurs. Cependant, Tald avait bien grandi depuis ces moments enchanteurs, et la vie routinière d'Asharen lui avait apporté son lot de désillusions. Des bruits venant de la porte entrebâillée derrière le comptoir lui parvinrent aux oreilles. Sa mère devait probablement s'affairer à la cuisine. Bien que fatigué et rêvant d'une couche confortable, le jeune homme passa la tête dans l'encadrement de la porte. C'était bien elle. Elle avait attaché ses longs cheveux bruns avec un ruban, pour ne pas être gênée en rangeant les provisions qu'elle avait dû récupérer un peu plus tôt. À la lumière des bougies, les premières rides de son visage rond jouaient un jeu d'ombre dansante. Quand son fils entra, un large sourire vint accentuer ses traits creusés. « Ah, Tald, te voilà enfin !» Elle le serra dans ses bras pour l'accueillir. « Alors, comment s'est passée la nuit? Pas trop froide ?»« Oh, tu sais, Balir commence à peine, il ne fait pas encore trop froid. Et puis le vieux bout de tissu qui me sert de couverture tient chaud. » Danis opina, la bouche légèrement ouverte comme si elle attendait une suite. « J'ai croisé Borg là-haut, » ajouta machinalement Tald. « Il vous passe le bonjour. » C'est gentil de sa part. Elle marqua une courte pause, essuyant ses mains sales sur le long sarrau qui couvrait sa chemise de travail. « Il ne t'a pas encore fait la morale sur tes petites sorties ? » Non, pas cette fois. Il a bien vu à mes cernes que ce n'était pas la peine, dit-il en esquissant un sourire. Je m'en doute. Tu ne lui en veux pas trop pour tous ces sermons ? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Et puis je ferai la même chose quand je serai aussi vieux que lui. Tu le connais, il est parfois un peu grognon, mais c'est l'un des rares Ashari à être sorti du village. Tu n'imagines pas ce qu'il a pu voir au dehors. Oh, moi aussi je suis allé au dehors, et il n'y a rien d'autre que de l'ocre et des coyotes par ici. Oui, je sais que tu es sorti, Tald, et que tu recommenceras quoi que j'en dise, mais tu ne devrais pas t'en vanter. Tu sais que tu risques des ennuis ici, si jamais les anciens venaient à l'apprendre, sans parler de tout ce qui pourrait arriver là-bas dehors. Ces derniers mots étaient presque murmurés, comme si elle ne souhaitait pas qu'ils les entendent. Tald la comprenait en un sens, mais ses sorties étaient un moyen de s'échapper quelques instants de la vie dans le dôme. Il vint l'embrasser sur le front. « Ça fait longtemps depuis la dernière fois, tu sais. Et puis, je fais toujours attention, comme papa. »« Ah, justement. Tu es bien comme ton père. Un peu trop téméraire, dit-elle en levant les yeux au plafond. «
Yanis se baissa pour ramasser une caisse de champignons bleus et le déposa avec fracas sur son plan de travail. « D'ailleurs, il t'attend dans la cour. Je ne sais pas lequel d'entre vous me cause le plus de soucis ces derniers temps, soupira-t-elle. On dirait que ça sera qui des deux me fera faire le plus de cheveux blancs. » La réflexion de sa mère le fit sourire. Intrigué par ces paroles, Tald s'empressa de sortir. Il savait qu'en termes de tracas, son père pouvait parfois être bien pire que lui. Que l'auberge soit construite en bois lui donnait beaucoup d'avantages, puisqu'il n'y avait pas besoin de creuser pour ouvrir de grands espaces. Derrière les palissades dressées à l'arrière de la construction, la cour offrait un peu de liberté à l'abri des regards indiscrets. Avant même de pousser la porte extérieure, Tald eut un haut le cœur, soudain saisi par une odeur de sang suffocante. D'ordinaire paisible, l'endroit avait fait place à un bien étrange spectacle. Une énorme carcasse reptilienne gisait là, sur le flanc, dans une mare de sang grisâtre et d'intestins interminables s'échappant d'une large entaille le long de l'abdomen pâle de la bête. Elle faisait peut-être 5 pas de long pour 2 de haut. Il n'avait jamais rien vu de tel. Les seules créatures que l'on pouvait croiser dans les tunnels ne dépassaient généralement pas la toise, et encore. 2 hommes torse nus s'affairaient autour d'elle, tentant tant bien que mal d'arracher une à une les épaisses écailles verdâtres qui la recouvraient. Il leur adressa un signe de la tête, puis s'approcha prudemment. Soudain les entrailles semblèrent s'animer, et une silhouette sanguinolente s'en extirpa dans un bref grognement sourd. « Ah ! Enfin de l'air frais !» Tald mit quelques instants à réaliser que cette chose informe, couverte de tripes rougeâtres, était en fait son père. « Ah, ça fait du bien de respirer un peu, je n'en pouvais plus moi là-dedans. » L'homme se frotta les yeux avec vigueur, avant de pouvoir distinguer que son fils se tenait devant lui. « Papa ?» lança le garçon d'un ton hésitant. « Ah Tald, tu tombes bien. J'ai besoin de ton adresse, fiston. Ce Varul nous donne encore plus de fil à retordre mort que vivant. Prends ce couteau et viens avec moi. On va récupérer les glandes de son estomac. » Sans attendre de réponse, l'homme se replongea dans le corps du monstre avec entrain. Le suivre était bien la dernière chose dont Tald avait envie. La simple vue de la carcasse le rebutait, mais il avait toujours du mal à refuser lorsqu'on lui demandait son aide. D'autant plus que si son père en appelait à ses talents, c'est qu'il devait y avoir une bonne raison, sans quoi il s'en serait chargé lui-même. Depuis tout jeune, Tald avait fait preuve d'une grande dextérité avec toutes sortes d'outils, de couteaux ou même avec son épée. Adroit de ses mains et agile comme un singe, l'escalade et les pirouettes étaient des jeux d'enfant pour lui. Acharén avait beau être une ville où la vie n'était pas très palpitante, elle restait un merveilleux terrain de jeu. Sauter sur les rares toits de bois et s'accrocher aux chaînes du mont de charge, il l'avait fait 1000 fois. Tous les jours, il s'entraînait pour qu'enfin son père se décide à l'emmener avec lui, en expédition dans les tréfonds. Descendre dans ces tunnels était de loin la mission la plus périlleuse dans le village. Mais seuls les plus courageux y allaient, car on dénombrait, hélas, de nombreux accidents. De la chute dans une crevasse à l'apéritif pour une quelconque bestiole sale, sournoise et difforme, dont on ignorait tout jusqu'au nom. Tald saisit un lambeau de tissu propre qui traînait sur un banc de la cour, le passa sur son visage et l'attacha derrière sa tête. Il s'était progressivement habitué à l'odeur écœurante de la carcasse, mais l'idée d'entrer à l'intérieur suffisait à lui faire tourner la tête. Il surmonta pourtant son appréhension à l'approche de ce corps évidé, puis se lança, franchissant l'entaille en enjambant la peau flasque du ventre du Varul. Il crut qu'il allait vomir au contact de la chair encore chaude, mais il parvint à se retenir de justesse. Collé au dos poisseux de son père, qui écartait devant lui un pan de chair, il tentait tant bien que mal de voir ce que celui-ci lui montrait. Du bout de son couteau, il pointait 3 petites masses bleutées, incrustées dans ce que Tald supposait être l'estomac. « Là, regarde, c'est ça qu'il nous faut !» s'écria son père. « Ce sont les glandes du Varul, fais bien attention en les sortant, il ne faut surtout pas les percer. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?»« On verra ça après, » répondit Yelath en se dégageant. « Bon, très bien. Je t'attends dehors. Ça fait un moment que je découpe cette bête et je n'en peux plus. » L'homme s'extirpa du cadavre pour laisser Tald se mettre au travail. Le garçon essayait de se concentrer du mieux qu'il pouvait, et ce, malgré l'odeur insidieuse devenant de plus en plus insoutenable. Mais au moins, la puanteur le gardait éveillé. La paroi des glandes était très mince et s'enfonçait profondément dans l'épaisse couche de muscles de l'estomac. Il prit son temps pour disséquer petit à petit la première, qu'il parvint à retirer après un long moment. Une fois le coup de main pris, les 2 autres furent plus aisés à récupérer. Il sortit à son tour de la dépouille et rejoignit son père, brandissant le poing levé qui renfermait son trophée. Ce dernier l'attendait sur le banc à côté de la porte arrière de l'auberge. Il avait eu le temps de se laver et de se changer, troquant son tablier de travail pour une tunique ample, retombant sur de sombres braies lacées aux chevilles. D'habitude désordonnés comme ceux de son fils, ses longs cheveux noirs et mouillés lui retombaient sur la nuque et le front. « Parfait, toujours aussi doux et Tald.
Je dois avouer que je ne me serais pas risqué à essayer de les sortir tout seul, dit-il en tendant à son fils un chiffon propre. Bah, rien de très difficile, tu sais. Le garçon s'assit à côté de son père et essuya son visage taché de viscères. Où sont passés Laure et Crinet? Ils sont en train de se décrasser à l'intérieur. Il ne devrait plus tarder. Alors? Interrogea le fils. Pourquoi tu ne les as pas sortis tout seul? Je ne voulais pas gâcher ma journée, répondit son père en examinant les fameuses glandes. Devant le regard intrigué de son fils, il poursuivit, sans détourner les yeux de son petit trésor. Si par mégarde tu avais percé l'une de ses poches, tu serais tombé aussi raide qu'une vieille planche, et sans doute nous avec toi. Quoi? Comment ça? Le liquide qu'elle contient est très volatile, et dès qu'il se répand, il se transforme en gaz, capable de paralyser n'importe qui une journée entière. Si par malheur tu en y as un peu trop, la paralysie s'étend jusqu'au poumon, et là, c'est la mort assurée. Quoi? Mais tu aurais quand même pu me le dire, s'emporta-t-elle de les yeux écarquillés. Je rentre tout juste d'une garde, et tu me demandes ça? Sans même m'avertir? On aurait pu tout s'y passer. Ne t'emporte pas comme ça, mon fils. Yalath lui tapa joyeusement sur l'épaule en lui tendant les organes bleutés. Si je te l'avais dit, je suis sûr que tu aurais été moins adroit. Et de toute façon, on a un antidote à portée de main. Quelques gouttes d'infusion d'érasé, l'herbe des profondeurs, et les effets du gaz disparaissent. J'ai prévenu ta mère, et elle devait nous surveiller quand tu as commencé. Peut-être, mais c'est pas une raison. Un long silence s'installa entre eux, jusqu'à ce que la fatigue de Tal dissipe son agacement, et qu'il prenne conscience de la difficulté qu'avait pu être la capture d'une telle bête. En tout cas, c'est une sacrée prise que vous avez ramenée là. La plus belle depuis des cycles, oui. Son père était tout excité devant le tas de chair inerte, comme pouvait l'être un enfant devant un nouveau jouet. Tu n'avais jamais vu de Varroul, hein? C'est vrai qu'on n'en croise pas souvent dans les tunnels. D'habitude, ils se déplacent à plusieurs, alors on a plutôt tendance à les fuir. Mais avec celui-là, on a eu de la chance. À ce moment, la porte à côté d'eux s'ouvrit, et les deux hommes que Tald avait croisés plus tôt réapparurent. « Ce n'est pas vraiment le terme que j'aurais employé, Yalath, lança Laure, le plus frêle de ses compagnons. Si tomber sur une bête comme ça, blessée, isolée, alors qu'on coursait un pauvre fallu, sorte de grosse scolopendre délicieuse cuite à l'approche. C'est pas de la chance, j'aimerais bien savoir ce que c'est, répliqua le premier. De la chance? Parce que se perdre dans les tréfonds en pistant le gibier, c'est de la chance peut-être. Quand on tombe sur un Varroul mal au point, si. Tu veux dire que c'est pas vous qui l'avez tué? Intervint Tald, un peu perdu. Si. Mais on va dire qu'on a été un peu aidé. Ouais, ça tu peux le dire, oui, s'indigna Laure. C'est-à-dire? Avec Laure et Crinet, on a débouché sur un tunnel en partie éboulé sur le flanc, reprit son père légèrement penché en avant, comme à l'époque où il lui contait des histoires. Ça donnait sur une petite grotte en contrebas. Nos torches n'éclairaient pas assez pour voir au fond, mais on entendait clairement comme un souffle qui s'en échappait. Alors on en a laissé tomber une, pour voir ce qui se cachait. Même maintenant, Tald aimait toujours autant écouter les récits de son père, qu'ils soient vrais ou pas. En grandissant, il l'avait soupçonné d'en avoir inventé une bonne partie. Alors que Yalath se lançait dans la narration de ses aventures, les deux hommes encore debout s'installèrent à leur côté. Le plus massif était Crinet, le forgeron du village. C'était un bon vivant au ventre légèrement bedonnant et au visage charnu. Son crâne chauve exhibait une large cicatrice de brûlure, conséquence d'un instant d'inattention devant ses fourneaux dans la jeunesse. Son franc-parler en faisait quelqu'un de très apprécié au village. Mais pour Tald, comme pour tous les enfants d'Acharen, il était avant tout celui qui fabriquait les chandelles de feu. Surprenantes gerbes d'étincelles colorées qu'on tirait vers la voûte du dôme pour les grands événements. Ouais bon, on est d'accord, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, parce qu'après ça, il était bien énervé le bestiau. Mais en même temps, un truc pareil, ça se traîne. Alors le freluquet, il désigna Laure d'un hochement de tête. Il a eu le temps de descendre avec sa torche et d'essayer de passer derrière lui. Enfin, c'était sans compter que tu te vautres dans la caillasse, hein. Les pierres n'étaient pas stables, les éboulements, c'est galère, rétorqua son ami pour tenter de se justifier. Le fait est que t'as dévalé la dernière toise et que tu es arrivé en bas dans les vapes, concéda Yalath. J'étais encore conscient. C'est ce que tu dis, ricana le forgeron. Il tira d'une pochette de sa chemise sale une petite gourde à laquelle il but allègrement avant de la passer à son compère moqué. Mais ouais, ça c'est l'une tes cabrioles ont fait tomber un bloc de pierre en plein sur la caboche du Varroul qui commençait à te regarder mauvais. Ces bestioles ont la tête dure, mais ça l'a quand même secoué, précisa le père à son fils. On en a profité, Crinet et moi, pour lui sauter sur le dos. Son gaz est très efficace, mais son rayon d'action est assez restreint. Et avec son petit coup, il ne pouvait pas nous atteindre. En quelques coups bien placés entre les plaques dorsales, on a pu le mettre à terre. C'est quand même grâce à moi que vous avez pu l'avoir sans danger, insiste alors en quête de reconnaissance après avoir bu à son tour. Mais le plus difficile, c'était le retour, hein, pas vrai? Ah ça oui, on s'est donné un mal de chien. Pour remonter le Varroul, demanda Tald.
Bah oui gamin, tu crois quoi? T'as vu la taille du machin là? Même à 3, on a cru qu'on n'y arriverait pas. En même temps, Yella t'étais en train de chercher une belle façon de raconter notre exploit, pendant que derrière, on cravachait tous les deux à traîner la carcasse. Oh ça va, arrête avec ta mauvaise foi alors, rétorqua l'intéressé. Ah là, faudrait qu'il a pas tort, Tavernier. T'as pas été d'une grande aide. Comment ça, pas d'une grande aide? S'ensuivit alors, entre les 3 chasseurs, une joyeuse dispute, à grands coups d'insultes, de bancs en bois et de boyaux de varol. Tal profita de ces instants de franche camaraderie pour s'éclipser. Criné était un ami de longue date du père de Tald. C'est lui qui forgeait depuis les cycles la ribambelle d'ustensiles, d'outils et d'armes que Gélath et Danis lui commandaient. Il venait souvent le soir après le travail pour discuter de tout et de rien autour d'une bière de champignons et d'une partie d'Esfena. Lor, lui, faisait partie de la garde, avec sa liée, Ouméane. Tous deux s'étaient engagés jeunes et avaient eu la chance de voyager au gré de plusieurs missions. Maintenant, le couple s'était posé et habitait juste à côté de l'auberge. Ils avaient noué de bonnes relations avec ses parents. Les 3 hommes avaient décidé de monter leur groupe d'expédition dans les tréfonds, depuis un peu plus de 3 exades à présent. Ils descendaient 2 à 3 fois par phase, et revenaient la plupart du temps avec de la viande, des champignons et des herbes exotiques. Ces saveurs inhabituelles faisaient le succès de l'auberge, qui ne désemplissait pas. Et parfois, quand la chance leur souriait, il arrivait qu'ils remontent un butin exceptionnel. On avait déjà retrouvé de vieux trésors dans les tunnels. C'est d'ailleurs de là que venait l'épée de Tald. Elle avait été ramenée par son grand-père, qui lui en avait fait cadeau pour sa 5e exade. Il lui avait raconté, lors d'une longue soirée au coin de l'âtre, comment il l'avait tirée des profondeurs d'un lac souterrain à la voûte fendue d'une immense crevasse. En écoutant son aïeul lui parler de formes et de voix oubliées dans l'éternité, le garçon avait entrevu d'où venait le don de son père pour les histoires quelque peu embellies. Plusieurs cycles s'étaient écoulés depuis, et l'esprit de son grand-père était allé rejoindre celui de ses ancêtres. Mais Tald était fier d'avoir reçu en héritage cette lame d'un autre temps. Le jeune homme monta à l'étage de l'auberge, s'empressa de se débarrasser de ses vêtements imprégnés de l'odeur du varroul, et partit se laver. Un frisson le parcourut de la tête aux pieds lorsqu'il renversa le seau d'eau fraîche sur sa tête. Tous ses muscles se contractèrent, alors que le liquide ruisselait sur son torse nu. Tald n'était pas aussi costaud que bien des hommes. Il était plutôt grand et élancé, et ses traits étaient fins. Il passa la main dans ses cheveux noirs et se frotta les yeux. Ils étaient du vert sombre des profondeurs des vieilles forêts, et de ses pupilles se dégageait la même teinte de mystère. Son visage était allongé, parsemé de quelques cicatrices qu'il devait à ses nombreuses acrobaties, dont toutes ne finissaient pas toujours bien. Il saisit le tissu de manteau soyeux qui pendait à la poignée de sa porte, s'essuya et se laissa tomber sur son lit pour un repos bien mérité.